Qui commence à intéresser les gens parce que de plus en plus de questions au départ on traque et puis on met dans les boîtes aux lettres et de plus en plus maintenant, commence à être un peu connu, les gens sortent et puis ils nous prennent le tract des mains. Déjà ça, ils sont quelques mots, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement, déjà on sent qu'il y a presque un plaisir de rencontrer des gens qui vont représenter la gauche. Parce que le souci de cette élection, c'est que nous sommes une seule liste de gauche contre 3 listes de droite. Et c'est un peu dur, c'est quand même parce qu'ils sont quand même, c'est tous des anciens conseillers généraux, des conseillers généraux sortants, ou des maires de grandes villes, et conseillers régionaux, etc. Donc ils ont un certain poids politique, une habitude, je pense, plus importante que la nôtre, au débat public, à l'action publique, etc., aux campagnes. Quoi qu'on a un peu souri parce que, je ne sais pas si on pourra dire l'anecdote de la réunion qui a eu lieu hier à la sous-préfecture. C'est une réunion qui a lieu toujours au départ de l'élection où on contrôle la propagande de tous les candidats. Au niveau de la calligraphie, au niveau du poids, au niveau de la forme, etc. Surtout des professions de foi et des bulletins de vote. Et puis un des candidats est tombé dans le piège habituel, ou comment il s'y prend, on ne sait pas. Un candidat qui est habitué à faire des élections a fait tout bêtement une profession de foi en bleu, blanc, rouge. Donc il a eu son matériel de propagande refusé et il doit tout recommencer. Et en vitesse, s'il veut que ça passe... Bah si, il faut que ça passe lundi. Voilà. Et sur un autre canton, ils se sont trompés dans le grammage du papier. Donc ils ont tout à refaire aussi. Voilà. Donc voilà, nous on est des petits débutants, mais on s'est bien débrouillé parce qu'on est passé formidable pour présenter tout le matériel. Donc, bon, ben, nous ce qu'on aimerait bien maintenant, c'est peut-être présenter aussi Christian, puis ce qu'on aimerait bien c'est que vous nous posiez des questions et que nous on essaye d'y répondre, qu'il y ait un dialogue. On n'est pas là pour faire un discours, parce que le discours c'est l'ensemble. J'ai une anecdote. Hier, j'étais dans une toute petite commune entre Cramail et puis Grand Rozoy, Beugneux, une toute petite commune. J'étais en train de coller mes affiches, c'était en fin de journée. C'était une des dernières communes que je faisais. Après, je fais du voyage, parce que la nuit tombait, et puis c'est pas bon de coller la nuit, qu'on n'y voit rien, quoi. Et là, il y avait le maire et son premier adjoint qui est sur le pas de la porte de la mairie, vient de me voir. Je suis, qui me présente, etc. J'ai parlé avec eux de ce que je représentais dans cette campagne, etc. Et puis les arguments, je voyais que ça les intéressait, j'aurais parlé comme ça. Parce que j'aime bien parler, les chemins, les intrants dans l'agriculture, etc., etc. Et puis, on a parlé comme ça 10 minutes, un bâton rompu, et il m'avait dit que peut-être une demi-heure avant, il avait eu une discussion avec Madame Vasseur et son équipe, et qu'il avait trouvé ça très ennuyeux, et elle a eu l'impression que rien ne s'était dit dans cette discussion, et que moi, la discussion que j'ai eu avec lui pendant 10 minutes, ça l'intéressait. Donc, une fois de plus, ça nous encourage à dire que finalement, avec Madame Vasseur et son équipe, et qu'il avait trouvé ça très ennuyeux, et elle a eu l'impression que rien ne s'était dit dans cette discussion, et que moi, la discussion que j'ai eue avec lui pendant 10 minutes, ça l'intéressait. Donc, une fois de plus, ça nous encourage à dire que finalement, on intéresse un petit peu les gens. J'ai eu le cas aussi comme ça à Loître et puis à Lompont, avec les élus de ces communes-là. Voilà. Donc voilà, à toi, Christiane. Ah ben écoutez, moi je m'appelle Christiane Dufour, je crois qu'on a de personnes ici qui me connaissent un peu. Je me présente le Front de Gauche.
Quelle est mon ambition? Mon ambition, elle est de surtout pas laisser avancer une extrême droite que je trouve très dangereuse pour l'ensemble de la population et pour la communauté. Et je ne suis pas une politicienne, je ne suis pas une politique, je n'ai aucun mandat. Je suis à la limite quelqu'un comme vous qui estime que la politique telle qu'elle est pratiquée ne peut pas durer et qu'il faut que l'on s'en mêle. Il faut que, si on doit se mêler de ce qui se passe, si on doit se préoccuper de ce qui nous arrive, il ne faut pas laisser faire et laisser dire n'importe quoi. Donc il me semble que c'est important qu'on se réunisse, il me semble que c'est important qu'il y ait une gauche encore. Parce que cette gauche est quand même relativement décrédibilisée. C'est ce qu'on peut voir lorsqu'on rencontre des gens dans la rue, ils nous disent mais la gauche, la droite, c'est pareil. Moi je pense que la gauche et la droite, c'est pas la même chose. Je pense que la gauche n'est pas dans n'est pas dans une politique libérale. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que dès que quelqu'un est au pouvoir ou dès que quelqu'un est élu, il va vers cette tendance libérale, parce qu'effectivement, on a l'Europe derrière, parce qu'effectivement, il y a plein de bonnes raisons qui font qu'on n'est plus on n'est plus très souverain dans nos décisions. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui à gauche, pour ne pas laisser avancer l'extrême droite et pour ne pas me sentir responsable de quelque chose qui pourrait arriver en France et qui serait pour moi, je veux dire, la honte de la France. Alors, donc on a aussi... Oui, ben moi. Jean-Claude. Moi, je m'appelle Jean-Claude Jourdès, je suis de Neuilly-Saint-Front, puisqu'il y a le regroupement de 3 cantons dans un seul sur Villers-Cotterêts. On peut quand même être surpris qu'on ait regroupé des cantons sans demander l'avis des populations. C'est quand même quelque chose qui est quand même en démocratie, c'est quand même très fort ce qui vient de se passer. On est en train de faire des élections sans savoir quelles seront les compétences du département, quelles seront... Donc on a de vrais problèmes de démocratie qui nous sont posés. Ensuite, bon, moi je suis front de gauche, je suis membre du Parti communiste français, j'ai été responsable syndical au niveau de la CGT, je suis postier au niveau de la Poste pendant près de 40 ans, donc le combat, je le mène toujours, même à la retraite, mais je le mène depuis. La première question que je me pose, c'est qu'on n'avait pas élu un président de la République pour faire une politique de droite, et qu'on est d'abord des candidats anti-austérité. Parce que si on ne part pas de cette base-là, anti-austérité, c'est-à-dire lutter contre la politique qui est menée actuellement, qui n'est pas une politique de gauche, qui est bien une politique libérale. On disait social-démocrate, aujourd'hui on dit social-libéral. Donc on voit bien aussi les mauvais coups qui nous sont portés actuellement, que ce soit à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau national, au niveau régional et aujourd'hui au niveau départemental. On est en train au nom de la décentralisation, on est en train de mettre en difficulté tout l'ensemble des départements, des cantons, des départements, et y compris des régions. Quand on voit comment on a transformé les régions, là aussi, sans demander l'avis des gens, on regroupe, alors, il y a des endroits où c'était nécessaire, mais ce n'était pas obligatoirement nécessaire dans toute la France, et là aussi, on voit qu'on met en place des structures qui éloignent toujours plus les citoyens des responsabilités. Donc à chaque fois, on voit bien qu'après, on a du mal à mener des actions, des luttes, etc. Donc le combat qu'on a mis, y compris sur les cantonales, c'est de poser un peu les problèmes de fond, les problèmes quand même d'emploi. Hein. On voit la classe industrielle, les problèmes de transport. Je viens d'écouter ce soir, on nous dit que la question des transports serait prise maintenant par les régions. Ce ne seraient plus les départements qui les prendraient. C'est ce que j'ai cru entendre ce soir. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de compétences. On va voter sans connaître les compétences. Ce qui veut dire que quand on aura élu des gens, ils pourront faire autre chose que ce qu'ils avaient prévu. C'est quand même des choses quand même... Je revenais sur la démocratie qui nous met quand même tous en difficulté. Donc là, on a besoin de se mobiliser, on a besoin de se rassembler. Et au-delà, effectivement... et sur Villers-Cotterêts, sous le canton de Villers-Cotterêts, effectivement, on est les seuls à gauche à pouvoir dire ce qu'on a à dire dans le moment présent. Ce n'est pas les 3 autres listes qui peuvent... Il y a un candidat. Oui, alors la quatrième, non c'est le quatrième, c'est une quatrième, elle ne peut pas être là ce soir parce qu'elle a dû s'absenter, voilà. Donc voilà, elle ne sera pas là ce soir.
C'est une grande... Alors, Voilà, Daniel peut peut-être la présenter. Oui, alors c'est Annick François qui travaille, qui est de Billy-sur-Ourcq, qui travaille à Neuilly-Saint-Front, à la maison de retraite. Voilà, donc on va peut-être parler des compétences. Quelles sont les compétences du département? Je vais te laisser parler Daniel là-dessus, parce que... les grandes compétences du département, c'est l'action sociale, c'est jusqu'à aujourd'hui les transports, c'est les collèges, c'est une partie de la voirie, une grosse partie, il y a quand même beaucoup de routes départementales, une bonne partie de la voirie, c'est l'assistance aux petites communes, parce qu'il y a des fonds particuliers pour les communes pour une partie de leur voirie, de leurs équipements locaux, etc. Alors ça, je ne sais pas. Ça fait partie des éléments qui vont peut-être bouger. C'est le fonds de solidarité. Ce serait les communautés de communes qui pourraient peut-être avoir directement cette compétence et sans passer par le département. Parce que les compétences seraient redistribuées, le département en garderait, peut-être même des nouvelles, mais la région en aurait des compétences que le département avait auparavant, et les communautés de communes également. Alors, si c'est les communautés de communes, je dirais que c'est un moindre mal. La région, c'est embêtant parce que je vous donne le truc comme ça que j'avais sorti un jour, finalement qui parle beaucoup. Vous avez dans un collège le panier de basket de la salle de sport qui se casse la figure, parce que ça peut arriver comme ça, il tombe. Et comme c'est la région qui va s'occuper pour sa remise en place, puisque c'est eux qui auraient la compétence, parce qu'on parle de nous prendre des collèges, il n'est pas prêt d'être mis en place. Jusqu'à maintenant, moi je suis assez pour les régions. Simplement, ce que je remarque, c'est depuis une douzaine d'années, je vois l'action de la région dans nos départements. On ne voit pas déjà souvent les conseillers régionaux, on voit très peu. Et puis, on voit timidement leurs actions. Elles existent, parce que sur le papier, elles existent. Mais moi, je sais que quand des fois je vois des réunions dans la région, je leur dis, mais dites qui vous êtes. Annoncez-vous, dites quelle est l'action que vous menez aujourd'hui, etc. On ne sait pas, on pense que c'est un fonctionnaire comme un autre qui vient, on ne voit pas tellement. Voilà, c'est un peu ça. Tu es d'accord avec moi, ils sont un petit peu invisibles quand même. Alors quand vous leur donnez tellement de pouvoir, on se demande, mais que vont-ils en faire, quoi? Moi je voudrais revenir au transport. Actuellement, les transports, la région a quand même déjà une compétence au niveau ferroviaire. Oui. Maintenant, sur le transport routier, je sais pas si la... Maintenant, les transports routiers voyageurs, par exemple, le transport scolaire, ça bascule à la région. On est sûr de ça. Et donc, c'est dans la première mouture de l'Assemblée. C'était la première mouture et après ils sont revenus un peu sur la question. Non, mais ils ne sont pas revenus sur le transport scolaire. Et ça va poser un problème, parce que moi je suis parlementaire, à la RTA, donc à la régie, du transport de laine. Ça va poser un problème très rapidement. L'Aisne, c'est le seul département où le transport est gratuit. C'est 30 millions gratuit pour les enfants, parce que bien sûr, c'est payé par la collectivité. Donc le transport est gratuit. Si on bascule à la région, ils ne vont pas faire 3 trucs différents, il n'y aura qu'une région. Donc très probablement, ce que le département de l'Aisne a toujours réussi à maintenir, c'est un transport gratuit pour les familles, ça va disparaître. Et le transport scolaire payant, ça peut être l'équivalent d'une deuxième cantine. L'équivalent d'une deuxième cantine pour les parents. Donc c'est pas anodin non plus. C'est pas anodin non plus. Et moi je sais par expérience, j'avais rencontré il y a des années Dutreil, l'ancien député sur Château-Thierry, quand il était député sur Château-Thierry, parce que lui avait demandé à ce que le transport devienne payant pour les élèves. Il avait demandé au conseil général, il était conseiller général de Charlie, et il avait demandé à ce que le transport soit payant. Et j'étais allé le voir, moi, pour lui demander des comptes une fois à sa permanence. Il m'a dit non, je suis revenu sur ce que je pensais, parce que le département de l'Aisne, finalement, est un département pauvre, en retard, et au niveau de l'éducation principalement. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, si en plus on mettait le transport payant, c'est encore un handicap supplémentaire pour les... Et donc c'était quelqu'un de droite qui disait ça à l'époque.
Oui, mais je crois avoir compris une émission qui passait sur FR3, je ne sais plus trop quelle chaîne, où il y avait justement les Verts, UDI, UMP et Front National, et ils souhaitaient, sauf le Front National, tous souhaitaient quand même que le transport reste gratuit. Alors ça ne veut pas dire que ça va être acquis et que c'est acquis. Au contraire, c'est vrai que ça veut dire qu'il va falloir qu'on se batte pour conserver cette gratuité et même l'élargir. Parce que c'est vrai que ça fait partie des budgets qui sont très lourds pour les familles. On voit qu'ici à Villers-Cotterêts, la cantine a été augmentée pour les personnes qui avaient le moins de moyens. Il y avait 1 euro qui a été rajouté sur chaque repas, ce qui fait quand même des sommes importantes. Et que c'est vrai que l'objectif, c'est surtout pas de taper sur les familles qui sont aujourd'hui en difficulté, quoi. Donc c'est vrai que le transport fait partie des choses importantes. Mais c'est vrai qu'il faut dire aussi que toute l'éducation, il ne faut pas repartir avec des systèmes à 2 ou 3 vitesses, comme aussi on voudrait le dire, parce qu'il y a une espèce d'égalité. Des enfants, c'est des enfants. On peut commencer à dire qu'il y a des enfants pauvres, des enfants riches. Ça, c'est si dès la petite enfance, on commence à mettre ça, on commence à différencier les enfants comme ça va les poursuivre toute leur vie. Donc c'est pour ça que je veux dire, parce que j'ai entendu parler, il y a plein de pistes qui sont ouvertes aujourd'hui, entre autres, qu'on ferait une modulation, il y aura un prime avec une modulation selon les ressources, etc. Donc c'est-à-dire il y a un qui aura une carte comme ça, l'autre une carte autrement. Ça, c'est le genre de truc épouvantable. Ça, c'est comme quand on parle pour les allocations familiales, en fonction du seuil, etc. Alors c'est vrai que dans l'absolu, on pourrait dire oui, mais les gens riches, mais il y a des choses comme ça, c'est presque infamant d'opposer les gens, parce que quand ça touche les enfants, un enfant, il naît, il n'est pas au courant jusqu'à un certain âge qu'il est né dans une famille un peu plus aisée que l'autre, ou moins aisée que l'autre, c'est en prenant le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Mais voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut. Et ça me gêne quand j'entends dans la bouche d'un homme politique qui tranche les choses d'une façon trop arithmétique, quand on parle des choses qui sont humaines, avant tout humaines. Nous, c'est un peu nous ce qu'on veut défendre, c'est cet aspect humain des choses et des événements. On ne peut pas les prendre comme ça de façon brutale. Il ne faut pas être brutal avec les gens. Oui, c'est François. Ouais, François Minereux, hein, j'habite dans Pleu, j'ai un engagement politique, sinon je ne serais pas là, mais au sens, non pas politicien, au sens de la politique, c'est-à-dire j'espère que mes enfants demain pourront vivre mieux que moi. Donc c'est vraiment mon seul combat aujourd'hui, c'est ce qui me reste. Je suis pensionné au sens du salaire différé, donc je suis retraité. J'ai quand même un problème, une question à poser. Je prends l'exemple, ça fera sourire, c'est un peu d'humour. On a voté la parité pour ces élections. C'est-à-dire qu'il y aura forcément ou un élu femme, ou un élu suppléant femme, ou un élu homme, ou un élu suppléant homme. Je m'interroge quand même, il faut savoir quand même, ceux qui votent la loi dans ce pays s'exonèrent, ils mettent la parité en œuvre partout à tous les niveaux. Là où elle n'existe pas, la parité, c'est là où les lois au législatif sont votées. C'est-à-dire que les députés se sont exonérés de la parité, les sénateurs aussi. Et dans le même sens, je pose la question, mais je me connais à peine, je suis aussi surpris toujours, il n'y a que 24 heures dans une journée, et je sais pertinemment qu'il y suffit, et sans partager le travail, on doit surtout responsabiliser les gens, et je m'interroge, moi, sur le positionnement et comment le Front de gauche, pour ce qui est du Front de gauche, puisque j'y appartiens, mais aussi d'une manière générale, les candidats en règle générale, de la gauche, hein, ça a été dit, sans exclusif, de toute la gauche, se positionnent sur le cumul des mandats, parce que je suis quand même assez surpris, et on est, je trouve, pas suffisamment mordant et trop gentil. On a un candidat, sans polémique, hein, qui sort, qui est fonctionnaire, et c'est normal, moi je suis pour un statut, pour une protection du salarié. Ce fonctionnaire a fait valoir ses droits à la retraite à 55 ans, et c'est normal. 2, il a un emploi civil, il est recasé, il y a des emplois réservés dans toutes les organisations de l'État. Il a un emploi réservé au-dessus du grade ou de la fonction ou de la qualification qu'il occupait. Il est conseiller régional, il est vice-président de la communauté de communes, il est maire de Villers-Cotterêts, et qui plus est, non mais je ne donne pas de nom, je ne veux pas stigmatiser, parce que c'est pas le seul. Mais là, c'est l'exemple typique d'un candidat que je ne nomme pas, mais qui me pose un problème quant à ce que tu disais tout à l'heure, la question de la démocratie.
Moi j'habite dans Pleu, je suis pas méchant. À Favrolles, il y a un jour un agriculteur que je ne nommerai pas parce qu'il est parti, qui avait décidé qu'il aurait à polluer dans une carrière qui aurait été ouverte pour 20 ans 2 millions de tonnes. J'habite dans Pleu, j'ai dit ils vont avoir des cheveux blancs les gens, et la craie ou le sable c'est silice, silicone, on sait ce qu'il en est. Donc je suis intervenu. Je crois qu'aujourd'hui il faut vraiment qu'on intervienne. Il y a des gens qui trustent le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir culturel, le pouvoir culturel, ce sont les mêmes et dans les mains. Donc il y a une question qui est posée, c'est comment et de quelle manière on pourrait, et vous pourriez faire savoir toutes et tous ici, qu'il est anormal qu'on truste un 4e mandat. Voilà, c'est une question que je pose sur la démocratie, parce que c'est très formel le mot démocratie, mais dans la réalité, il n'y a que 24 heures, et si j'additionne la pension, l'emploi réservé, plus les 3 mandats et voire éventuellement le 4e, il sera obligé de trancher. Hein. C'est plus de 10 à 15 000 euros qu'il va gagner. Et je ne suis pas sûr, je ne participe pas au conseil municipal, mais il paraîtrait que le nouvel maire de Villers, qui plus est, qui veut faire faire des économies à la commune, commence à faire payer les cantines aux enfants les moins riches, ceux qui ne peuvent plus y accéder, il leur interdit. Par contre, lui, il se serait fait voter une augmentation de 15%. Je ne comprends plus rien. Je dis je avec un X. Christiane l'a dit à la télévision aujourd'hui. Elle l'a dit, les gens l'ont entendu. Elle a soulevé le problème du cumul des mandats de M. Briffaut. Elle l'a dit directement devant des millions de personnes à la télévision. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a soulevé et c'est vraiment, on le dit ça, hein, il n'y a pas de problème et on le dit devant tout le monde. De toute façon, il faut savoir qu'il y a à tout niveau, à tout parti politique, il y a des gens qui ont plusieurs mandats. Et c'est tout à fait anormal. Même si c'est des copains ou ce que tu veux, c'est anormal. C'est-à-dire qu'on devrait se limiter à aller à 2 mandats maximum et terminer. Oui, je pense que François a raison, on n'a que 24 heures dans une journée. Et de toute façon, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant à dire, c'est que M. Laviolette, c'est pas parce que c'est M. Laviolette, hein, mais le poste qu'il occupe fait que de toute façon on ne sait pas s'ils font quelque chose ou s'ils font rien, puisqu'on ne les voit pas, donc à la limite ils pourraient ne rien faire ou suivre une trajectoire qui est celle qui est donnée par l'économie, puisqu'on sait que la voirie s'étend, l'action sociale s'étend, et bon, qu'est-ce qui reste quelles sont les sommes sur lesquelles on peut travailler, ça on ne voit pas du tout comment. On ne voit pas du tout comment ils travaillent autour de ça. Donc c'est vrai qu'on peut, à la limite, ils peuvent occuper 4 mandats, puisque quel temps ils y passent. On peut s'interroger sur le temps passé sur chacun de ces mandats. Voilà. Non, donc, on peut le savoir, c'est qu'il ne fait effectivement rien, parce que sur 3 ans, le budget qui est distribué, il y a eu une nouvelle norme il y a 6 ans. C'était le CDDS, c'est des crédits qui sont donnés d'une façon forfaitaire. Donc là, c'était 600 000 euros pour 3 ans, 200 000 euros à la commune chaque année. Ça, la Violette, il est pour rien. oui, c'est ce que je disais. Ils ont Donc après, il met effectivement dans ses prospectus qu'il a donné ça et qu'il a rien donné, puisque c'est décidé au niveau du département. On donne 600 000 euros à la communauté de communes et à la commune de Villers-Cotterêts. Donc c'est comme ça. Mais par contre, il détaille tous les projets qui ont été éligibles et élus dans le CDDM, hein, toutes les communes de la communauté de communes, et il prend son compte. En fait, il est pour rien. Il est pour rien, voilà. Il est pour rien du tout. Voilà. C'est ce qu'on disait. Donc, et si vous enlevez tout ça de sa feuille, il est pour rien. Voilà. Bon. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'un conseiller général est quand même un homme de terrain. Bon. C'est-à-dire qu'il a été élu par le peuple, hein, il faut quand même que le peuple le voit, parce que le peuple voit aussi de son conseiller général. Moi ici, je ne sais pas si on voit son conseiller général, mis à part le croiser dans la rue, on le voit nulle part, je ne le vois jamais faire de réunion, hein, je le vois nulle part. Bon, alors peut-être qu'il est beaucoup pris à l'an, hein, j'en sais rien. Hein, les problèmes des mandats qui se voilà. Mais moi je dis qu'un élu doit être un élu de terrain. Il va pouvoir faire les deux. Oui. Il doit faire les deux, parce que Lens, c'est pas si loin que ça. Hein. Oui, il doit pouvoir faire les deux. Le problème, c'est que quand on se présente à une mandature, on veut être élu de quelque chose, on sait que ça ne va pas être une partie de rigolade. Hein. On n'est pas là pour dire sur sa carte de visite, je suis élu, ou pour émarger, ou je ne sais quoi encore. On est là pour se donner
au plus qu'on peut. Et c'est pour ça que le cumul des mandats, comme tu le disais, c'est pas parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'être des surhommes. C'est pas possible. On ne va pas leur tuer la santé. Un gars qui fait 4 mandats très importants, il se tue la santé, il ne peut pas bien les faire. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, mais il doit faire le terrain et également délibérer, et l'Assemblée, et surveiller tout ça, et les dossiers, et les commissions. Et une commission, c'est là que tout se fait, c'est dans les commissions que je fais. Un conseiller qui est rarement à sa commission, c'est quand même très embêtant. Moi, j'ai vu ça au département sur les commissions sur l'eau. Les gens, ils sont toujours excusés. Ils sont toujours excusés ou ils ont toujours quelqu'un qui vient les représenter. C'est quand même assez fou ce truc-là. Sur un certain nombre de réunions dans l'année, on les voit à un moment donné, quand il y a le pouls. La commission remet ça. On a peut-être oublié de mentionner aussi au niveau des charges du département, la prise en charge du handicap pour les personnes âgées. Ça, c'est dans les parties sociales. Ça s'aggrave d'année en année. De même que pour le cumul des mandats, il faut dire quand même que pratiquement tout parti confondu, la classe politique au plus haut niveau a mis une très mauvaise volonté à obtenir des résultats dans ce domaine. Maintenant, la question que je voulais poser et qui vient à l'esprit, en ce qui concerne l'actuel le vote de la semaine prochaine, quelles sont, selon vous, vos chances d'être au deuxième tour? Toutes les chances, c'est vous qui nous... Moi, j'habite dans un petit village. Tous les problèmes d'insécurité qu'il y a eu et de délinquance plus ou moins importants, c'est tous des Dupont et Durand. Et pourtant, le Front National fait 50%. Des gens de bonne famille. Mais c'est pas les miens, c'est pas. Il n'y a pas un seul immigré, ne serait-ce que belge, dedans. C'est tous des Français de souche, quoi. Alors, et les gens font 50%. Alors à chaque fois, moi, quand je discute, évidemment, c'est pas pareil non plus. Parce que les acquis sociaux, tous les acquis sociaux qui ont été obtenus, ils ont été obtenus par la lutte, c'est certain. Oui, mais pas et ça a toujours été concrétisé, par des gouvernements de gauche, que ce soit en 1936 et par la suite. Et forcément, mais à chaque fois que ces acquis-là sont attaqués, ils sont attaqués par la droite. Alors c'est là qu'il faut différencier la gauche et la droite. Hein? Parce que si aussi, au point de vue des élections, parce qu'avant, c'est ça, l'élection, le conseiller général, c'est le pharmacien, ben, monsieur Intel, on va le voir, il joue des brouilles et tout ça. Mais seulement, quand il faut qu'il se prononce, quand il vote, au point de vue national, de quel côté qu'il vote, hein? De quel côté qu'il vote sur des amendements qui sont favorables à des acquis sociaux, il vote contre. Et c'est ça qu'il faut dénoncer aussi, pour faire voir que la gauche et la droite, c'est pas la même chose. Pour revenir, moi je partage ce que tu disais sur la droite et la gauche, c'est pas la même chose. C'était pas la même chose, parce que la gauche qui est au pouvoir aujourd'hui, quand tu dis les luttes c'est la gauche qui les a gagnées, c'est pas François Hollande, parce que quand François Hollande, par Macron, il fait travailler les gens et les femmes le dimanche, je vois pas où est le progrès social là-dedans. Je vois pas où le progrès social. Et ça fait monter le Front National. Je suis désolé parce que... Et là, quelle différence, à part les deux bonhommes, quelle différence il y a entre François Hollande et Nicolas Sarkozy? Il n'y en a quand même pas beaucoup au niveau de la politique. Parce qu'on se dit, ah oui, mais il y en a un qui est socialiste, l'autre il est UMP. Mais si on enlève les étiquettes, il n'y a quand même pas beaucoup de différence. Moi je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de différence. Et la preuve, bon, je suis pas socialiste. Mais la preuve, c'est qu'au sein du PS, en ce moment, il y a quand même un sacré malaise. Les gens, les socialistes, je ne voudrais pas être socialiste aujourd'hui parce que c'est quand même. C'est pour ça qu'il y a quand même une bonne partie, les mecs, ils ne s'y retrouvent pas. Ils n'osent pas venir un peu plus à gauche parce qu'ils ne veulent pas venir. Les frondeurs, pour parler de. Bon, ils ne veulent pas y venir, mais parce que bon, ils ne veulent pas taper contre leur camp non plus. Bon, je comprends. Mais ils font le jeu du Front National, là. Ils font le jeu du Front National. Alors, en jouant comme ça. Je vais être quand même un peu optimiste, parce qu'il y a 3 ans,
lorsque, je veux dire, on a commencé à essayer de remettre un petit peu de gauche sur Villers-Cotterêts, on était deux. Regardez ce qu'on est ce soir. Donc je voudrais quand même qu'on soit optimiste parce que c'est un travail de longue haleine qui va se mener dans le temps de façon à retrouver cette gauche et à retrouver un discours de gauche. Je voudrais répondre vite fait au oui, je pense que c'était gêné, oui. Parce que oui, je ne voudrais pas être socialiste. Moi, je suis socialiste. Oui, oui. Non, mais attends, et je suis là ce soir. Bon, parce que pourquoi j'ai envie qu'une gauche gagne à Villers-Cotterêts. C'est bien avec nous. Voilà, on est... Non, mais attends, Polo. Non, Polo. On est en discussion. Non, c'est pas... Je réponds. Voilà. Et ça ne me gêne pas du tout d'être là ce soir parmi les gens de gauche parce que j'ai toujours eu mon esprit à gauche. Hein, voilà. Bon. Mais quand on est socialiste, excuse-moi, on est à gauche. Tu comprends ce que je veux dire aussi. C'est bien qu'au PS, je comprends, mais aujourd'hui au PS, tu dois être mal à l'aise quand même. Moi je sais pas, je m'en souviens plus, mais il me semble que j'ai voté François Hollande au deuxième tour. Je suis pas socialiste, je suis venu aux primaires du PS. J'ai voté aux primaires du PS pour Martine Aubry. Voilà. Bon, tu vois. Mais jamais j'aurais voté François Hollande. Jamais. Tu vois, et je savais qu'on serait trahi. Je le savais parce que je m'intéresse un peu malgré tout, même si je fais pas de politique, je m'intéresse un petit peu. Et je savais qu'on serait trahi par lui. Je me souviens avoir dit à quelqu'un comme ça une soirée, je lui dis il faut voter Nicolas Sarkozy. On ne sera pas surpris au moins. Vote à une fille qui votait pour la première fois. Je lui dis il faudrait voter Nicolas Sarkozy. Au moins tu ne seras pas déçu. Et aujourd'hui, c'était la vérité finalement. Enfin, bien sûr, c'était l'ironie, on a peut-être picolé un peu d'ailleurs. Mais bon, je veux dire, moi aujourd'hui, on est en train de faire le jeu du Front National et moi ça me dégoûte. Je travaille, enfin, mon patron c'est le département en fait, puisque je travaille à la RTA et on appartient au Conseil Général. Moi demain, le risque c'est que mon patron ce soit le Front National. Donc, bien sûr que ça me fout la trouille. Bien sûr que ça me fout la trouille, mais je trouve que François Hollande, et donc cette partie de la gauche, qui n'est pas de la gauche, quoi, c'est eux qui sont en train de nous foutre dans le mur, Et pour terminer, au sein du département, quand Daudigny, il vote en tant que sénateur, lui et d'autres votent des lois, par exemple sur les 24 heures hebdomadaires, pas de contrat de moins de 24 heures, et que lui, au Conseil Général, ils font des contrats de 7 heures par semaine. Bon, alors c'est bien beau d'aller là-bas dans les salons et de voter des belles lois, et puis quand on revient dans son département, on les applique pas. Des contrats de 7 heures hebdomadaires pour les PMR, les petites bagnoles, pour emmener les gens, bon alors... Donc c'est quand même incohérent. Comment les gens s'y retrouvent quand il faut qu'ils votent? Comment les gens ils peuvent s'y retrouver quand il faut qu'ils votent? Non, mais là, je trouve qu'on a une discussion emblématique des problèmes de la gauche. Parce que on ne gagnera pas contre le Front National ou même contre la droite sans une union de la gauche. Si on n'a pas une plateforme commune, on a connu le programme. Une union de la gauche. Moi, je suis d'accord, une union de la gauche. Entendons-nous sur ce que c'est la gauche. Alors, qu'est-ce qui caractérise la gauche française? C'est qu'elle est profondément divisée, et ça, c'est pas d'hier, c'est 1920. Il y a une gauche révolutionnaire, en gros, hein, et puis une gauche réformiste. Ben, on n'a jamais pu s'entendre. Et quand on s'est entendu, il y en a une qui a été bouffée par l'autre. Bon. C'est de grande qualité le débat, c'est-à-dire qu'il y a une écoute, il y a un récepteur, un émetteur. En l'occurrence, il y a des gens différents ici. Moi, j'ai envie de dire que la gauche dans mon pays, c'est d'abord le pluralisme. C'est pluriel au sens des idées, au sens de l'histoire, de la culture. C'est ce qui fait la République. C'est le premier niveau, le premier étage. Ce que j'ai en train de vous dire, il y a déjà deux éléments qui ne rentrent pas dans le cercle d'un parti qui s'appelle le Front National. Lui n'est pas pour les différences. Lui n'est pas un républicain. Ce parti-là, pour les éléments que je vous ai donnés, il y en a d'autres qu'on pourrait multiplier à l'encore. C'est un parti attrape-tout, c'est un parti qui est capable de vous expliquer depuis 30 ans que lorsque la bombe de l'évier fuit, c'est l'immigré. Lorsqu'à la caisse de sécurité sociale, il n'y a plus de personne, c'est l'immigré. Lorsque. Donc, malheureusement pour nous, et pour vous et pour moi, l'art de la répétition, c'est la pédagogie. Et la pédagogie, c'est la répétition. Et à un moment donné,
c'est pas d'ordre culturel. Je crois pas à l'idée, c'est un débat que je pose. On ne va pas le régler ici. C'est pas. Il y a dans ce pays, il revêt dans ce pays un caractère particulier à un parti qui est le Front National. Réfléchissons ce sur quoi il a fait son lit, le Front National. On a une histoire, on est le seul pays d'Europe qui sonne dans ces conditions-là. Alors, pour la question du Front National, vous allez pianoter pour ceux, c'est du courriel, mais sur Internet. Moi j'ai appris ça, c'est fastoche, 26 lettres de l'alphabet, vous faites OCDE. C'est un organisme supranational, un organisme de développement économique en Europe. Vous allez être surpris, démographie, population, immigration, etc. Géant pour la France. On veut livrer des armes à la Syrie, mais que fait-on pour accueillir les réfugiés syriens? On est le pays d'Europe, un des plus grands avec l'Allemagne et l'Italie, et qui croît plus rapidement, et heureusement qu'il y a un déficit ailleurs, heureusement qu'on a l'immigration de souche, parce que notre pays ne serait pas celui qui est aujourd'hui avec 65 millions vivants, avec un taux de croissance de natalité, etc. Donc, je crois vraiment que ce n'est pas d'ordre culturel. Par contre, c'est d'ordre plus politique et stratégique. On est dans un pays aujourd'hui où on a un peuple qui est intelligent. Si on est ici dans cette salle, moi je suis émerveillé, je vous le dis, je ne suis pas un jeune perdreau de l'année, malheureusement à 64 ans, je suis assez intéressé par l'idée qu'ici on pose la question non pas de division, d'antagonisme, mais de savoir comment et sur quelle base. Et là faites attention à ce que je dis, les gens n'ont pas horreur de la politique, ils ont horreur des politiciens. Les gens aspirent à la politique, c'est noble. Et donc, moi à la gauche, je me positionne de gauche, bien que la gauche et la droite dans l'espace n'existent pas. Donc je préfère parler aujourd'hui sur quelles valeurs je me reconnais. Jean-Claude Pierre, il n'est pas indifférent, il a des moustaches et qu'il est socialiste. Il sait que je suis communiste et que je suis liste. On est condamné à vivre avec chacun sa tare. C'est tard. Sauf qu'on est doué d'intelligence et qu'on a envie de progresser. Tout à fait. Et que je ne peux pas condamner a priori les individus quand je sais que... Alors je vais utiliser les mots du patronat. La France a changé. Ben oui, elle a changé. Puisque ceux qui dirigent l'économie, je ne fais pas crédit à Hollande, non plus, c'est pas du manichéisme, c'est pas Hollande. On est dans un pays où avant on avait une politique d'aménagement du territoire. On n'aurait jamais fait péter la clause des 400 mètres carrés pour ouvrir une grande surface dans une ville. Donc là, on avait un État stratège qui décidait des règlements et des règles applicables pour tous sur tout le territoire. Or aujourd'hui, on a substitué quoi? Et là, je vais parler de modèle économique. On a aujourd'hui des vagues incessantes, multiples, qui prennent toutes les positions de l'État stratège, qui sont regardées dans les cabinets, malheureusement ministériels, et la direction des grands services de l'État. Ce sont des gens, d'une manière monolithique, l'ENA, qui, à l'origine, l'ENA a créé en 1945 pour former les grands fonctionnaires. Ils ne font que passer à l'ENA. Ils vont dans les services de l'État et ils pantouflent dans la direction des entreprises privées. C'est Stéphane Richard, France Télécom, c'est Oudéa, Société Générale, c'est BP, Caisse d'Épargne, Monsieur Pérol, et qui ont des gamelles aussi, hein. C'est des vrais chefs d'orchestre, ça grouille derrière, ils ont tous des gamelles au derrière. Et donc l'État, petit à petit, notre problème à nous aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il nous est difficile d'imaginer d'inverser le sens, hein, où si vous voulez, gravitation, c'est de la pyramide. Et moi, je commence par dire qu'effectivement, l'idée pour moi d'un changement profond, c'est qu'on a déjà commencé le changement, monsieur. Ici, on est différent de la gauche, on est tous de gauche. On est tous différents, et ça c'est une valeur intrinsèque à partir de laquelle rien ne sera, tout sera différent à Villers-Cotterêts. J'aspire comme Jean-Claude, je le prends comme bille en tête, j'aspire comme lui et comme d'autres ici que je ne connais pas, et on a des valeurs de gauche. Je reprends le Front National, ce monsieur Briffaut, là, hein, il est fort sympathique, mais ça ne suffit pas la sympathie, ça confine à la politesse, à l'hypocrisie, quand on connaît derrière l'état d'esprit de ce monsieur qui ne s'est même pas présenté. Je lui ai écrit, moi, l'année dernière, pour qu'il assiste et qu'il vienne, et donne les moyens d'une sonorisation. J'ai fait une estrade pour aller honorer quelqu'un qui vraiment est l'archétype de la diversité. Alexandre Dumas, monsieur de la pailletterie. Voilà. Il n'est pas venu.
Il m'a pas répondu. J'ai écrit pour le Front de Gauche. Je lui ai dit, venez commémorer Alexandre Dumas, etc. Il m'a pas. Vous savez qui c'est qui m'a appelé au téléphone? Le commandant de gendarmerie. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah, il me dit, monsieur, je lui ai dit, comment? J'ai écrit au maire, c'est le gendarme qui répond. Voilà comment ils règlent les problèmes. Or, leur programme, et vous êtes inquiets, il y a du racisme et de l'antisémitisme. Ils n'ont pas condamné le racisme et l'antisémitisme. Reprenez Fernand Reynaud. Hein? Si je prends l'OCDE, je vous appelle tous, toutes et tous, à regarder. Il y a actuellement le nombre de salariés actifs en France qui travaillent actuellement, actifs, immigrés, 0,1%. Ils ne prennent pas le pain des Français, mais par contre ils consomment, ils participent du cycle économique. 2, à la sécurité sociale, parce qu'on manque d'informations. On ne retravaille plus politiquement, mais au sens des textes, de l'apprentissage de l'éducation à l'économie, à la politique. C'est vrai qu'il n'y a plus les grands partis traditionnels. Je sais que le mien, comme pour en citer, je n'ai pas mieux critique que moi pour critiquer d'où je viens et où je ne veux surtout pas aller et où j'aurais jamais été. C'est pareil pour le Parti socialiste. Donc il faut qu'on refasse de la politique. Sous quelle forme? Moi je crois qu'il y a un apport, j'étais pas d'accord, les verts, c'est le rouge, puis si vous voulez, je vous dis dans le vert. Mais on est d'accord sur l'environnement. Sur l'environnement, c'est quoi? C'est bien la mise en cause d'un mode de production. Donc il faut qu'on réfléchisse à notre tour, chacun pour ce que l'on est, à mettre en œuvre et à se projeter dans un avenir qu'il faut écrire. Il faut écrire un avenir. J'ai un constat, et je suis désobligeant, et je suis désolé, c'est ma faute. Ici, la moyenne d'âge, il y a très peu de jeunes. Là, je m'interroge comme parent. J'ai loupé quelque chose. Je n'ai pas loupé, je ne me culpabilise pas. Les jeunes, le livre est important. Regardez le Front National, là où il est dans les communes. Il y a un certain nombre de livres, avec lesquels je ne suis pas toujours d'accord, qui suppriment. C'est une clause de conscience pour un bibliothécaire, parce qu'on va lui faire le coup d'ici peu. Il avance masqué. Moi, je connais le loup. La main dans la pâte dans la farine pour rentrer. Mais qui sait? C'est pas le renard qui va conserver et garder les poules dans le poulailler. Or, il est dans cette situation. Ce monsieur est fort aimable, mais il est dangereux. Il est d'autant plus dangereux. Et donc, on est 33 ici. Le vrai problème pour l'instant, on ne va pas régler la politique. Je vous rappelle que les régions, on est en train de voter à l'Assemblée nationale, les régions pilotent les têtes de pont pour la mise en œuvre de la politique économique. On n'est déjà plus dans l'État stratège. On est dans les régions d'Europe. Donc c'est un projet plus compliqué, plus complexe que ça. Ce que nous ne voulons pas, et quasi unanimement, avec la droite, je vais même plus loin, monsieur, même avec beaucoup de gens de droite, les républicains, qui disent qu'on ne détricotera pas, on ne déconstruira pas l'histoire de France. Moi, j'ai écrit, ou mon parti, à la plume d'oie, avec des lettres de sang, l'histoire de la République et du peuple français. Donc on est dans un projet européen, on n'est pas dans l'Europe. Là, on a dévolu les transports, la voirie, on est dans une situation où le premier lieu, la base, la pyramide de la démocratie dans mon pays, je suis passé à Noroît tout à l'heure. Bon, je rase les murs, il n'y a pas une personne qui vote à gauche à Noroît. J'ai serré les mains, ça ne m'a pas empêché, je n'ai pas les mains seules. Mais à Noroît, or, la base de la vie, de la démocratie, le premier niveau de démocratie, ce sont les communes. C'est le projet sous-jacent, c'est celui-là qui retire tous les moyens de la décision aux communes et il demande de continuer à voter pour des municipalités où on va transférer des moyens à l'intercommunalité ou au département, à la région. Vous avez raison, il n'y a plus de proximité, parce qu'on n'aura plus la possibilité, le pouvoir de décider, nous, de ce qui est bon ou pas, dans l'organisation des transports. Donc je crois que la première des questions, la plus urgente dans ma priorité, c'est qu'ici on est 33, ceux qui désirent, qui sont disponibles, et j'ai bien entendu, il faut un appel de la gauche sur mes valeurs. Après, les gens qui ne veuillent pas voter pour moi, ce n'est pas mon problème. Mais je veux qu'ils votent sur des valeurs. Sachez, vous le savez tous, mais je vous le dis oralement, c'est plus facile. Ce sont ceux, les abstentionnistes, qui ont le plus intérêt au changement qui ne votent pas. Il n'y a pas de patron qui ne vote pas. Ils vont voter, les artisans, les commerçants. Il leur a promis une déduction des taxes fiscales. Il n'a pas promis aux ouvriers dans les cités. Il s'en fout comme de l'an 40. Rappelez-vous Villers aussi. Parce que j'ai aucune mensuétude, moi, avec les médias. C'est lui qui a le pouvoir. Rappelez-vous qu'à Villers, on nous a fait le coup quand même de l'ouverture d'une boucherie halal. Jusqu'à où peut aller le Front National avec ses alliés?
les pseudo-intellectuels, les nouveaux philosophes, qui n'apportent rien à la philosophie, ni aux sciences morales, d'ailleurs, ils sont dégueulasses. Donc je crois qu'il faut s'adresser aux abstentionnistes. C'est le seul moyen, c'est la réponse qu'on nous a fait, moi je vous le fais autrement. L'abstention aujourd'hui, c'est le matelas à partir duquel c'est les personnes vivantes qui sont les plus déshéritées. C'est le département de France qui a le moins de médecins par habitant, l'Aisne. C'est le département de France des 3 ou 4 avec les Bouches-du-Rhône, le Nord, Pas-de-Calais, qui a la médaille d'or, pas du salon de l'agriculture, de la maison Pôle emploi. Pôle emploi n'ayant jamais créé d'emploi. C'est l'intercesseur, l'intermédiation entre l'employeur qui dépose ou pas, et on est à 14% de taux de chômage. Comment voulez-vous que les gens réagissent? Et je suis de ceux qui pensent que malheureusement, plus les gens sont dans la merde, et moins ils réagissent. Et c'est normal, je ne les excuse pas les gens, je les comprends. Eh bien, il faut qu'on aille plus loin, aller les chercher là où ils sont. Moi, je crois à l'idée qu'il faille, j'interpelle mes camarades et amis et eux, pour qu'effectivement on ait une adresse aux abstentionnistes avec des idées forces. J'ai été un peu long parce que je parle avec les tripes et j'essaye de vous convaincre à l'idée que la gauche, je suis rassuré de la gauche, parce que celle qui est ici ce soir, elle est diverse. Il y a une gauche dans ce pays. On veut me faire croire qu'il n'y a pas de gauche, elle existe, elle se transforme. C'est pas chrysalide, hein, je veux pas, mais elle est dans une situation aujourd'hui, on est dans l'obligation de travailler ensemble. Et vont disparaître non pas les différences, les antagonismes, ça va nous obliger à retravailler point par point sur quelles valeurs. Je suis de ceux qui pensent que 1920, c'est la création des comités économiques et sociaux. Mais 1920, vous avez parlé tout à l'heure d'une histoire politique, hein, c'est ça. Je suis pas loin de penser, je ne veux pas réhabiliter les impétrants, les deux, l'histoire socialiste et communiste. Je pense qu'on est dans une période de régression, qu'on accouchera d'une société nouvelle. J'y crois. Je ne veux pas faire d'analogie avec ce qui se passe en Grèce. Je ne veux pas être en Grèce. Mais on est en France. C'est pour ça qu'on est dans une situation, on a une culture politique. Là, oui, on a une culture, mais pas celle que nous renvoient les politiciens. Il faut mettre à bas la politique et combattre les politiciens. Et je crois que ça commence par l'obligation de la valeur d'exemple. Et moi, quand j'ai cité expressément, vous vous rendez compte, le Front National, 4 mandats. Personne n'en parle à Villers. C'est un scandale. Les Front National, monsieur, c'est une dynastie. On a le plus vieux politicard de France qui a été député en 55, et avec sa petite fille qui est la plus jeune députée à l'Assemblée, il nous requinque les oreilles depuis des années sur le même thème. C'est l'émigré responsable. Mais merde, on n'est pas capable de dire à des gens... Je me suis accroché là, un monsieur assez fort qui était garagiste. Je l'ai chopé, il m'a provoqué, il m'a énervé. Dans votre village, j'ai distribué. Un garagiste en retraite. Il me dit, je suis content, j'ai plus peur, je suis Le Pen. Qui m'a dit, un garagiste, hein, monsieur, après vous avoir quitté, vous connaissez? Eh bien, j'ai dit, vous tombez bien, je vais vous expliquer. Et vous comprenez les taxes, machin et tout, parce que vous êtes artisan. Oui, je suis en retraite et tout. Vous avez une retraite d'artisan, vous avez refusé la sécurité sociale. Non, je suis à la sécurité sociale. Vous êtes encore plus crapuleux, monsieur. C'est-à-dire que comme employeur, vous êtes déclaré salarié de votre entreprise. Et vous allez cracher sur la sécurité sociale et la gauche. Voilà, j'ai défendu la gauche. Toute la gauche. Voilà, c'est tout, je suis désolé, j'arrête. Je voudrais que les gens qui soient disponibles s'inscrivent. Et je crois à l'idée qu'on peut, je vous dis, je crois à l'idée qu'on peut faire quelque chose au premier tour. Parce que comme l'a dit après... Je te rappelle juste les ordonnances de la sécurité sociale en 48, tout le monde l'avait voté. Il n'y a pas de gauche ni de droite. Oui, en plus. Consensus. La consensus populaire après la guerre pour voter une grande réforme. Programme national de la Donc les gens qui la critiquent aujourd'hui, il faudrait qu'ils aient un peu de mémoire. Comment c'est venu cette affaire? Et au travers de ce que tu disais pendant la guerre, c'est les immigrés qui ont commencé la résistance. Hein? Misak Manouchian et c'est... Je rappelle qu'en 14, on ne demandait pas à un Algérien ou un Tunisien, en 14, de savoir s'il savait parler français. C'est une honte d'exiger des choses pareilles. J'ai honte de la France. Voilà, c'est ça qu'il faut dire au Front National.
Par contre, Le Pen, lui, la Géjane, il connaît. Je crois qu'il faut cette. Non, mais c'est pas pour excuser. Non, mais ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas qu'il y ait des margoulins à gauche aussi. Un margoulin, c'est un margoulin. Oui. Alors actuellement, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on voit actuellement? On est en train de remettre sur Sarkozy et compagnie. À votre avis, ça va, de quel côté ils vont voter les gens? Ils vont dire ceux-là ils sont pourris, les autres c'est la même chose. Oui, mais enfin, je te signale que le Front National vient de prendre non, mais le Front National vient d'être pris la main dans le pot de confiture à Bruxelles. On sait qu'il y a un certain nombre de conseillers parlementaires qui émargent confortablement, n'ont jamais mis les pieds à Bruxelles dans leur boulot et sont uniquement permanents de leur parti, rétribués par nos payés publics et par Bruxelles. Voilà. Donc je veux dire, alors il n'y a pas de leçon de morale à recevoir de personne. Parce que voilà. Eux et leurs assistants parlementaires. C'est comme le cumul des mandats, ça, ils ont compris le système aussi. Donc ils sont pas mieux. Je ne dis pas, c'est pas pour excuser. Je dis qu'à ce petit jeu-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui. Vas-y. Je voulais savoir si le département a ou aura des compétences dans le domaine de l'écologie et du développement durable. Alors, oui, parce qu'il a, comme toutes les collectivités territoriales, compétences dans l'écologie. Mais il n'a pas la compétence de décision, ça c'est la région qui l'a. Voilà. Quand il y a un schéma écologique, c'est un schéma régional. Mais bon, dans le schéma, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est pas mal non plus. Moi, je fais partie de commissions au niveau de la région. C'est-à-dire qu'à la région, quand on fait des schémas écologiques, c'est pas que des fonctionnaires de la région ou des élus de la région, c'est de tout le monde. C'est des gens des collectivités territoriales, c'est des gens des associations, c'est des gens lambda, c'est tout le monde. Hein. Puis il suffit d'y aller et de s'en occuper. Là, sur ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a la main et qui ne la lâche plus. Il y a plutôt des opposants aux réformes proposées. C'est plutôt le cas. Alors, sur les propositions de schéma régional écologique, vous voyez qui je veux dire qui s'y oppose. C'est pas vous autour de la table, je pense pas qu'il y en a là, dans la salle. Mais bon, c'est beaucoup plus de gens de la ruralité qui s'y opposent, mais frontalement, qui se sentent, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, mais il n'y a pas d'opposition département, collectivité territoriale et région sur ces problèmes de l'écologie. Maintenant, c'est plutôt un problème d'affrontement entre des gens qui vivent professionnellement dans ce qui est le domaine de l'écologie et les gens qui voudraient faire avancer une certaine écologie. Je suis d'accord que des fois il faut faire une nuance avec les bobos qui ont une tendance à voir l'écologie de leur ville, pourquoi pas. Mais enfin, bon, quand on habite dans des villages et qu'on vient d'une famille de campagne, on voit les choses un peu différemment. Quoi. On peut même si ça peut en heurter certains, on peut être écologiste et chasseur. Quand on habite dans la région, ça peut choquer, mais ça peut aussi se comprendre. Moi, c'est pas un truc qui va me heurter, qui va me dire « Oh, celui-là, c'est pas possible, il chasse. » Bon, c'est comme ça. Ici, beaucoup de gens dans les villages, c'est ce qu'ils font. Bon, si on a quoi d'appeler nos jeunes, même si au début on en a peut-être un, on en a peut-être deux, on en a peut-être trois, mais c'est comme ça qu'il faut travailler. La seule solution, moi, messieurs, dames, ce soir, je vous demande de prendre des tracts, ou même si vous n'avez pas de tracts, vous allez voir les gens, et puis vous allez parler autour de vous. Hein. C'est la seule solution. C'est comme ça qu'on y arrivera. Hein. Et c'est pas avec l'élection actuelle, moi je pense qu'on verra ce que ça va faire, j'espère que ça marchera, mais il faut travailler dans le futur. C'est ça le problème. Mais je vois de plus en plus des anciens, des seniors dans les municipalités, des maires, à un certain âge, et avec leur premier adjoint qui est beaucoup plus jeune. Mais quand je dis beaucoup plus jeune, ça pourrait être leur fiston, quoi, tout simplement. Et je me dis que là, il y a un relais qui se fait. Je ne l'ai pas vu pendant des années. Et ça, je commence à le voir maintenant dans beaucoup de petites communes. Je ne parle pas d'autres communes, la donne est différente. Mais dans toutes ces petites communes, n'oubliez pas qu'ici, sur 76 communes que compte notre canton, nous avons une ville et 75 villages. D'accord. Alors, il y a certains villages un peu plus gros que d'autres, c'est tout. Ça s'appelle des villages, même à 2300 habitants, c'est un village.
Voilà, donc on n'a qu'une ville. Mais dans tout ça, et je vois, avant on voyait moins ça, je ne sais pas si c'était de mon avis, mais je trouve qu'on voit de plus en plus. Et donc ça veut dire que ces adjoints vont travailler 6 ans avec leur maire et prendront la suite automatiquement. Je le pense. Ou alors je vois pas pourquoi ils feraient ça. Tu vois. Alors qu'avant, le maire s'entourait d'adjoints qui étaient un peu ses copains ou des gens plus jeunes, ou des gens un tout petit peu plus jeunes que lui, mais à peu près dans ses âges. Là, c'est vraiment maintenant, je vois 30 ans d'écart. Et ça, je le vois dans beaucoup de villages. Bon, maintenant, je pense qu'on va essayer de revenir un petit peu sur le programme, parce que c'est vrai que je pense que c'est intéressant aussi de savoir un peu quelle peut être l'évolution de cette élection. Il y a des choses qui n'ont pas été développées. On se rend compte qu'on est une région qui est assez en retard sur plein de choses. Et donc il y a des éléments à développer. On pense qu'au niveau du tourisme vert, ça peut être quelque chose qui est porteur d'emploi et qui peut être un projet important à développer. Je sais qu'actuellement il y avait eu des aides qui avaient été données par exemple pour les gîtes. On en discutait l'autre soir, mais il y a assez peu de gîtes de développer. Et pourtant, on se rend compte, moi je vois du côté de Vic-sur-Aisne, il y a 3 gîtes qui sont pleins quasiment toute l'année. On peut se rendre compte qu'effectivement, il y a un tourisme quand même, parce qu'on n'est pas loin de Paris, on n'est pas loin de Disney, on n'est pas loin de ce genre de site qui intéresse les gens. Il y a donc quelque chose à développer au niveau du tourisme. Je pense que ça peut faire partie d'une volonté du département que d'aider et impulser ce genre de projet. Il y avait un autre projet qui nous semble important, c'est la question toujours de la proximité et du transport. Donc je ne sais pas si c'est utopique, mais on a pensé qu'il serait peut-être intéressant d'utiliser, il y a des cars scolaires qui circulent de partout. On se rend compte que ça part de partout, ça part le matin, ça part le midi, ça part le soir. Ça navigue à peu près dans tout le département, mais ce sont des enfants qui montent et bien souvent ces cars sont quasi vides. Je pense que c'est un truc à repenser de façon à ce que la population puisse aussi se déplacer. Parce que si la pauvreté existe, entre guillemets, la pauvreté sociale, la pauvreté financière existe dans nos régions, c'est aussi parce qu'il y a peu de mobilité. Donc je pense que c'est un projet qu'il faudrait impulser. Et je dis bien impulser parce que c'est vrai qu'on n'aura pas toutes les billes, mais ça fait partie des choses qui sont importantes. Il y avait un autre projet qui était... Ah oui, on dit toujours, c'est vrai qu'il n'y a pas de lieu de rencontre pour les gens, donc toujours cette particularité qui fait qu'on se rencontre nulle part. Si vous allez dans une ville, bien souvent nos villes sont construites sur une rue longue, à droite, à gauche, vous avez un bistrot, et encore quand il y a un bistrot, c'est pas mal. Donc, oui, non mais c'est vrai qu'on a même plus de bistrot, donc c'est quand même invraisemblable. Donc, repenser, je veux dire, pareil, impulser au niveau des mairies, les locaux, de façon à ce que les gens, les associations, certaines associations, le tissu associatif qui est un tissu associatif qui effectivement peut rayonner sur l'ensemble de la population, puisse s'installer et être aidé parce qu'il y a des tonnes d'initiatives. On est quand même dans une région, alors j'entends toujours dire qu'on est dans une région vieux, on est dans une région pas dynamique, on n'a que des abrutis autour de nous et tous les gens sont des... Voilà. Et je ne vais pas plus loin. Et donc, moi, j'y crois pas parce qu'en fait, quand on rencontre les gens, on se rend bien compte qu'il y a plein d'initiatives qui ne sont pas reprises, que ces initiatives finissent par nous faire dire qu'on est totalement impuissant, puisqu'on n'a pas l'encadrement suffisant. Vas-y, tiens, lui aussi. On n'a pas l'encadrement suffisant pour mener à bien certaines initiatives qui pourraient effectivement être intéressantes et rayonner sur l'ensemble de la région. Voilà, donc il y a des projets qui peuvent se monter. De notre côté... c'est levier, notamment sur l'économie sociale et solidaire, qui peut être fait oui, pour les départements aussi. Voilà. Donc il y a plein de chantiers. Les possibilités, les potentialités existent. Encore faut-il aller vers une mutualisation à la fois des moyens et des dispositifs. Je voulais répondre, monsieur, à votre problème tout à l'heure. Vous êtes en recherche d'arguments sur l'insécurité, vous savez, sur la délinquance. Encore une fois, il y a des choses, il y a des gens qui font des études quantitatives et qualitatives. Il n'y a rien qui démontrerait qu'il y ait une prévalence, pour utiliser un terme médical, une recrudescence de la délinquance chez une population identifiée, entre guillemets, immigrée. Par contre, dans la même situation, vous mettez dans une cité, dans l'inconfort, l'insécurité sociale et culturelle, 80 jeunes Français, il y aura autant de délinquance que dans la même cité, dans les mêmes conditions identiques, se reproduisent les mêmes modèles. Et donc, il y a des études
Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. La gauche en parle. Là aussi, je mets la gauche au sens le plus large du terme. À droite, on exacerbe. Par omission, on évite de le dire, ou de produire ces indicateurs, ces statistiques. Il n'y a pas de recrudescence Dans notre région, c'est pas le problème. Pardon? Dans notre région, c'est non, mais le problème numéro un, l'insécurité, c'est quand même pas le problème numéro un. Il y a des incivilités, je suis d'accord, il y a comme ça un petit peu de l'agacement de certaines personnes, mais je vous assure qu'aller vivre autre part, dans des grandes villes, vous allez voir ce que c'est que l'insécurité. Ici, il n'y a pas grand-chose. Ça serait un gouvernement de droite, je dirais la même chose. Mais au gouvernement, vous ne savez peut-être pas, il y a au moins 4 personnes, fils ou filles, de ministres, indistinctement, ça pourrait être la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, il y a qui sont en zone actuellement. Bon, alors c'est de la délinquance. Non, c'est pas de la délinquance économique. Je suis désolé pour cette femme, je ne la citerai pas, mais vous pouvez le savoir. Son gamin, il a fait un braquage, il est pour 2 ans ou 3 ans de tôle. Le ministre, elle n'est pas responsable, jamais pas responsable parce que son gamin, alors qu'il est dans un milieu favorisé, favorisant, ça n'a pas empêché d'être un délinquant criminel. Enfin, je veux dire, quand on agresse à armes, etc. Moi, j'ai vécu 23 ans à Saint-Denis, monsieur. Mon gamin, quand on est arrivé, il m'a dit, attends, c'est quoi la cité? C'est d'un calme, c'est assourdissant, vous pouvez vous promener. J'ai connu Saint-Denis, une ville quand même qui a mauvaise presse, à une époque où ma femme, pour moi, je ne me suis jamais fait agresser par une femme. C'est un vrai, je ne sais pas, mais enfin, ma femme sortait à Saint-Denis sans jamais aucun problème le soir. Donc c'est la situation économique qui s'est dégradée, qui engendre oui, ma vie, puis tout ce qu'on sait, on ne va pas se convaincre. Il n'y a pas d'études qui démontrent qu'il y ait une prévalence de l'origine ethnique ou etc. qui faille et qui fasse qu'on nous fasse dire que les immigrés, machin. Donc, monsieur, là, je ne sais pas s'il le dit, Briffaut, il a mal été briefé. C'est son fond de commerce. Voilà. Alors, il y a mais il faut le redire, ça. Il faut le redire incessamment. Sur le département, il y a 9% d'étrangers. 9% d'étrangers sont en comptabilisant les étrangers européens. Ça fait à peu près, je crois, 5% oui, je suis allé voir du côté de l'INSEE parce qu'on n'arrête pas de nous parler d'étrangers et on se dit qu'on manipule et on manipule les chiffres. Et donc, c'est à peu près 5% d'Afrique du Nord, je pense. Voilà. Donc, c'est-à-dire pas grand-chose. J'ai jamais réussi à avoir une définition exacte. En plus, vous avez raison. C'est très compliqué. Ça peut être aussi bien des gens qui sont nés en France, qui sont là depuis 3 générations, du monde dans la peau noire. Voilà. Donc, ils vous donnent globalement 9%. On est dans l'absurdité. Et ça peut être des gens qui ont été naturalisés. C'est très... Oui, mais c'est très très compliqué dans l'INSEE. Mais globalement, ils donnent 9%, donc inclus les personnes qui viennent de l'Europe. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Autre chose, il y a un rapport qui concerne la retraite et la sécurité sociale pour les personnes étrangères, qui est assez intéressant, qui dit qu'effectivement, les étrangers, bien souvent, soldent leur retraite, puisqu'ils y ont le droit, ils ont travaillé chez nous. Alors, ça finit par être agaçant d'entendre dire ils touchent de l'argent auquel ils n'ont pas le droit, c'est pas vrai. Ils ont une retraite quand ils ont travaillé, donc soldent leur retraite pour repartir chez eux. Donc ils la soldent, c'est-à-dire qu'en fait c'est un coût moindre pour la société, puisque bien souvent ça fait moins sortir d'argent à l'État que s'ils continuaient, etc. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que nos échanges commerciaux sont des échanges qui rapportent à la France. C'est-à-dire que si tout d'un coup on se mettait réellement à dire on bloque les portes, on ne veut plus d'étrangers, c'est pas le pain qu'on n'aurait plus, c'est aussi des échanges commerciaux qui nous manqueraient. Donc c'est vrai que ça fait partie quand même de tous les fantasmes et de tout ce qu'on nous raconte, de tout ce qui est raconté au niveau des médias, qui font pas d'information mais des informations, qui font pas de pédagogie mais bien au contraire, je sais pas, ils sont en train d'installer quelque chose qui me semble terrible, c'est quand même l'extrême droite. Je veux dire, tout confondu, si on regarde bien, on nous la vend. On ne nous parle pas d'extrême droite, mais d'ultra-droite, de gens qui se sont fait arrêter. Je reviens sur le début de mon discours. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire pour qu'on nous installe ce parti.
Je pense que c'est utile pour le pouvoir. Alors, il y a deux raisons. Soit il nous est installé parce qu'il est utile au pouvoir, soit il est installé pour diviser la droite, faire 3 droites et permettre à une gauche de passer. Je sais pas... C'est comme un problème européen, c'est pas... Oui, c'est un problème complètement européen. Parce que là, le problème, on le retrouve partout. Elle a d'autres noms. Elle n'arrive pas à ça, d'ailleurs, elle n'arrive pas à s'allier parce qu'elle est un peu différente à chaque fois. Mais c'est la même chose. Voilà, on nous installe l'extrême droite. C'est comme ça. Voilà. Et toujours avec les mêmes causes. Enfin, voilà, donc on a un programme. Le programme, c'est aussi vous. Le programme, c'est aussi les besoins qui sont réels et auxquels personne ne répond. Et on a une, comment dire, on est différent des autres parce que parce qu'on fera remonter plutôt les voix plutôt que d'être en haut pour redescendre jusqu'en bas. Voilà. On voudrait être différent au conseil. Non, mais on ne sera pas monolithique si nous sommes élus. Nous ne serons pas monolithiques voilà. Nous avons décidé de ne pas être les béni-oui parce que c'est souvent. Le problème se passe dans un conseil très souvent. Il y a le président et peut-être une ou deux personnes autour de lui qui décident, qui donnent un ordre du jour, et puis tout le monde suit un peu. Pour ça, un petit peu naturellement. Nous, on sera...